Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Bonjour à tous et bienvenue sur Ramdam, derrière ton film, l'émission cinéma, qui s'efforce de vous faire revivre vos films favoris à travers des chroniques casting, réalisation, décors, tout en vous livrant quelques anecdotes. Et pour vous faire découvrir plus en détail le film d'aujourd'hui, je serai aidé de mon équipe de chroniqueurs, que j'ai plaisir à retrouver. François. Bien le bonjour. Antoine. Bonjour. Marc. Bonjour. Et Rudy. Bonsoir. Et pour vous accompagner tout au long cette magnifique voix que porte notre cher technicien Théo. Bonjour. Et cette semaine, on retrouve le jour de l'anticipation, magnifique. mais avec cette fois-ci une comédie dramatique. Je vous laisse découvrir. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. que de te trahir. Et là, on zoome doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Si vous me dites pas ce qui se passe, je porte plainte. Paramount Pictures présente le nouveau film de Peter Weir, le réalisateur de Witness et du Cercle des poètes disparus. Il s'est cassé. Le film américain le plus intelligent de la saison. Envoyez la foudre. Remettez ça. Jim Carrey, la révélation. Faites pas autre chose. C'est tout. Miraculeux. On va tout de même pas le laisser mourir en direct. Il est venu au monde en direct. Le film que vous devez voir absolument. Coupez. Jim Carrey, The Truman Show. The Truman Show, c'est donc la comédie dramatique américaine de Peter Weir, sortie en 1998. En personnage principal, on retrouve le splendide Jim Carrey, bon d'accord, fallait que je la fasse. Mais aussi le grand Ed Harris, Laura Linney, Natasha Malcolm et Noah Emmerich. Avant de découvrir tout ce qui a fait de The Truman Show le classique qu'il est devenu, j'aimerais que l'on redécouvre l'histoire, c'est l'édito scénaristique d'Antoine. Bonjour, moi c'est Antoine. Salut Alors, Antoine. le résumé du film. Donc, Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Donc, il habite dans une station balnéaire à Sea Haven. Il travaille dans une agence d'assurance dont il ressort 8 heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman se sent étouffé de toute cette vie luxueuse. Il se sent de plus en plus étranger dans le monde dans lequel il vit, comme si son entourage jouait un rôle. Merci beaucoup, ouais, on apprend un peu plus, on apprend sa vie, c'est bien. Un réalisateur très célèbre mais très peu connu du jeune public, c'est Peter Weir. On ne compte plus ses nominations aux Oscars ni ses classiques qu'il a pu réaliser. Dis-nous tout ce que tu sais, François. Tout ce que je sais sur Monsieur Peter Weir. Alors, c'est un réalisateur, scénariste et producteur australien, né un 21 août 1944 à Sydney. Il a 72 ans aujourd'hui. Il a notamment réalisé La Dernière Vague, 2 films avec Harrison Ford, Witness et Mosquito Coast, 2 films qui ont révélé la star Harrison Ford. Le magnifique film Le Cercle des poètes disparus, le film d'aujourd'hui The Truman Show, et l'un de ses derniers films Master and Commander de l'autre côté du monde, un film avec Russell Crowe. Alors, pour la petite histoire de ce réalisateur, il commence en exerçant différents petits métiers pour la télévision. À partir de 1967, il travaille pour la chaîne ATN7 de Sydney, où il réalise ses 2 premiers courts-métrages, dont les noms Count Vim's Last Exercise et The Life and Flight of Reverend Buckshot. Puis il continue jusqu'en 1974, où il réalise plusieurs documentaires et un moyen-métrage appelé Homesdale. En 1974, son premier film, Les voitures qui ont mangé Paris, son premier long-métrage, on va dire. Les voitures qui ont mangé Paris, un thriller horrifique assez space, je dois avouer. Puis Picnic à Hanging Rock, qui aura un énorme succès en Australie. Puis ensuite il réalise 2 films avec Mel Gibson qui s'appellent Gallipoli et L'année de tous les dangers, respectivement en 1981 et 1982. Ces 2 films ayant un succès international avec ses... Voilà. Il part aux USA où il réalise les films Witness et Mosquito Coast avec Harrison Ford, qui sont 2 énormes succès qui se font remarquer par leur histoire et par l'interprétation d'Harrison Ford aussi. Voilà.
Puis il réalise Le Cercle des Poètes Disparus, un film que j'adore avec Robin Williams, qui remporte un important succès populaire. Et voilà, ensuite il réalise État second, qui est un échec commercial malheureusement, et jusqu'à arriver à The Truman Show, qui est un succès populaire et critique, donc ça lui permet de renouer avec la renommée, on va dire, parce que État second, ça l'avait vraiment fait chuter. On dit, t'as fait que des succès jusque-là. Là, ta seconde, c'est une merde, donc enfin, voilà. C'est pas sympa. Du coup, The Truman Show, qui réalise un sacré box-office avec un budget de départ de 60 millions de dollars. Il réalise plus d'1 640 000 entrées en France et un box-office de plus de 125 600 000 dollars aux USA pour un total de 248 418. Je me suis perdu. 248 418 000 dollars dans le monde. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un sacré succès. Ensuite, il a peu réalisé beaucoup de films. Il a réalisé Master and Commander avec Russell Crowe et son dernier film, Les Chemins de la Liberté, en 2011. Et c'est son dernier film qu'il aura réalisé jusque-là. Il reçoit l'insigne d'officier dans l'ordre des arts et des lettres le 13 décembre 2010, remis par Frédéric Mitterrand, qui était à l'époque le ministre de la Culture et de la Communication. Et tu disais qu'il a Ouais, nominé... c'est une grande star quand même. Ouais, il a été nominé plusieurs fois aux Oscars, et en effet, il a été sélectionné 6 fois aux Oscars, mais il n'en a jamais reçu un seul. Ah là, le pauvre. 4 fois en tant que meilleur réalisateur, une fois pour meilleur scénario original, et une fois pour le meilleur film, pour Master and Commander. Non. Donc voilà. Est-ce qu'il est toujours vivant là ? Ouais. Il est toujours vivant, oui. 62 ans, c'est ça ? Il a 72 ans, ouais, c'est Toujours vivant. Bien. Rassurez-vous. Pour la banane. Marc, c'est à toi. Présente-nous les acteurs qui composent le casting de cette magnifique œuvre. Place à la chronique casting. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. C'est à toi maintenant, Marc. Tu peux y aller. Ah, enfin. Alors, dans cette rubrique acteur, on va commencer par bien sûr Jim Carrey, l'acteur principal, qui joue Truman Burbank. Tout le monde connaît Jim Carrey. Disons qu'il a fait beaucoup de films très connus, comme par exemple The Mask, l'excellent The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'espère que je l'ai bien dit. Où il a fait aussi Bruce Tout-Puissant, Dumb and Dumber, qui sont des films plutôt sympathiques. Mais ouais, ça dépend, sympathique. C'est rigolo. Ah, voilà. Ace Ventura quand même. Comment ? La saga Ace Ventura. Oui. Et aussi, j'ai noté aussi le nombre 23 aussi, qui est pas mal. Attends. Si vous aimez. C'est ma rubrique, fous-moi la paix. T'as spoilé la rubrique. Merde. Oui, tout simplement. Et bien sûr, j'ai noté aussi le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, un film d'animation. Il joue, enfin. Il prête sa voix. Non, justement, il prête ses animations, justement. Ils ont mis des son visage aussi, je crois. Non, carrément toute l'animation en fait. Ils ont mis des. Donc c'est, disons que Jim Carrey joue à peu près limite Scrooge en fait dans ce film. Enfin, ce truc d'animation. Ouais, sûr. Ensuite, il y a Laura Linney, la femme de Truman. Il y a un truc qui m'a plutôt étonné, c'est que cette actrice, c'est celle qui a le plus d'Oscars dans tous ceux que j'ai choisis, en tout cas, c'est celle qui a le plus d'Oscars. Elle a joué dans Dr. Kinsey, où elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle en 2005. Elle a aussi joué dans Tu peux compter sur moi, où elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice en 2001, et a aussi La famille Savage avec l'Oscar de la meilleure actrice en 2008. Après, elle a aussi joué dans des séries comme Francisco The Big C. D'ailleurs, The Big C où elle a eu le Golden Globe. Ensuite, on va passer à une autre actrice, c'est Natasha McKinnon, ouais. C'est un peu ce genre de truc qui est un peu difficile à dire, excusez-moi. Alors, dans The Truman Show, elle joue Sylvia ou Lorraine. C'est la femme que Truman recherche en fait. C'est la disparue, enfin la femme qui a soudainement disparu dans sa vie. Disons qu'elle n'a pas eu vraiment de nomination, à part des nominations dans des festivals et des concours, mais sinon pas aucune nomination Oscar ni
Golden Globe, enfin bon, ça en fait pas de mauvaise actrice, hein, bien entendu. Elle a joué dans 2 films notables qui sont Ronin et Solaris. Ronin avec Jean Reno. Oui, sûrement, très sûrement. Je ne connais pas ce film, donc je ne peux pas vraiment dire. Et on va passer aussi maintenant à... Donc oui, pas grand-chose à dire sur Natasha McElhone. Ensuite, on va passer sur Ed Harris. C'est dans Truman, dans The Truman Show, il joue le réalisateur de l'émission, du spectacle. C'est, disons, on va dire le grand Manitou, le deuxième dieu, quoi. Alors, disons que c'est un acteur un acteur qui est plutôt connu, en fait. Il y a eu plein de trucs. Genre, par exemple, il a joué dans Les Toffes des Héros, Abyss, Rock et Apollo 13. Avec Tom Hanks. Oui, bien sûr. Sûrement, peut-être. Je ne connais pas non plus ce film. Avec quand Neeson même, Apollo récemment. 13. Comment ? Quand même, Apollo 13. Ah, 2 secondes, j'ai pas vu tous les films encore. Hein. Je dois encore m'avancer. À sa chronique. Alors, donc, il a été donc acteur, mais aussi il a été réalisateur avec. Il a réalisé Pollock et Appaloosa, ouais. Je sais pas comment trop le dire. Et il a aussi été scénariste. Ça, on peut noter aussi qu'en 2017, il joue dans un film qui s'appelle Geostorm. Donc on va voir ce que ça donne, hein, c'est l'année prochaine. Donc voilà, c'est qui sera super bien. Et alors cet acteur, il a été nominé 4 fois aux Oscars. 3 fois en meilleur second rôle, dont dans Apollo 13 en 1996, Truman Show en 1999 et The Hours en 2003. Et une dernière fois aussi, c'est dans l'Oscar du meilleur acteur en 2001 avec Pollock. Mais bien sûr, enfin, il n'a pas eu d'Oscar pour ça. Il a juste été nominé. Et enfin, j'ai noté un petit dernier. C'est Noah Emmerich ou Emmerich. Emmerich. Alors c'est le meilleur dans le film, c'est le meilleur ami de Truman, c'est Marlon. C'est un petit acteur qui est notable parce que d'une, il a quand même il a sa place dans le film. Mais donc il a joué dans Copland, Wind Talkers, Miracle et Super 8 de Steven Spielberg. Et puis J.J. Abrams. Comment ? C'est de J.J. Abrams. Ah oui, c'est Steven Spielberg qui a produit. Ouais, à chaque fois je me fais avoir là-dessus, excusez-moi. Parce qu'en fait j'ai vu une interview où c'était Steven Spielberg qui parlait de ça, donc voilà. Et il a aussi joué dans la série Walking Dead. C'est celui-là dans la saison 1, c'est le docteur du centre. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est un truc qui m'a étonné. Pour ceux qui connaissent Walking Dead, c'est. Puis aussi joué dans la série The Americans. Et ce sera tout pour cette rubrique. Et il n'a aucun lien de parenté avec Roland Emmerich, hein, pour ceux qui se demandaient. Je sais pas c'est qui. Si, c'est le réalisateur de Independence Day. Independence C'est ce que je me posais comme le jour question, en d'après, 2012. Tous les films et tout ça. catastrophes, c'est lui. Le réalisateur de films catastrophes. Ah, le réalisateur. Il y a quelque chose qui me gonfle vraiment. On a quelqu'un qui joue faux parmi nous. Super jingle. Alors on va parler de la BO de Truman Show. Donc les musiques de ce film ont été faites par un Allemand, donc ça va être très dur de prononcer son nom. Il s'appelle Burkhard Dahlwitz, qui s'écrit comme ceci, si tu veux lire. Ouais. Du coup, il est né en Allemagne en 1959 et depuis, il travaille en Australie, comme le réalisateur, du coup, à Melbourne. Il faut savoir que c'est un petit génie parce que dès ses 3 ans, il a commencé à faire du piano et pendant 10 ans, il a fait de la formation musicale de piano comme ça et surtout du piano classique. Et déjà à l'âge de 13 ans, il commençait déjà à écrire des chansons et tout ça avec ses copains et il faisait plein de musique comme ça. Du coup, il a été embauché par Peter Weir, comme ça qu'on dit. Peter Weir. Ouais. Weir. Après qu'il ait envoyé une cassette tout simplement. La prononciation. Pardon. Comment tu Weir et Weir. Peter Weir. Bon, on va l'appeler Peter tout simplement. Et du coup, ouais, il a juste envoyé une cassette à ce Peter pour montrer ce qu'il a fait. Et puis ça a plu au réalisateur. Et du coup, il l'a engagé pour faire la BO du film. Il y a aussi certaines musiques qui ont été composées par Philip Glass. Donc lui, il est né en Amérique, à Baltimore. En 1937. C'est un musicien-compositeur américain de musique contemporaine. Et il est considéré comme l'un des compositeurs les plus influents de la fin du XXe siècle. Il est l'un des pionniers, et représentant de la musique minimaliste, notamment la musique répétitive et minimaliste. Et on peut dire que ça se ressent un peu aussi dans la BO de ce film. Du coup, la BO se compose... c'est pour expliquer un peu l'ambiance qu'ils ont voulu essayer de faire. Ils ont voulu faire quelque chose de plutôt mystérieux et de beaucoup sentimentaliste et minimaliste
tout en essayant de garder un petit côté comique derrière de temps en temps, parce qu'il y a quand même quelques gags, même si ça reste un film très sérieux. Du coup, il voulait garder ce côté vraiment minimaliste et discret. Et on peut quand même dire que cette BO a été pas acclamée, mais ils ont voulu essayer de faire autre chose de ce qui se passait dans les années, à la fin du XXe siècle, quoi. Ils voulaient faire quelque chose de plus ambitieux et quelque chose qui allait être plus remarquable et plus comment dire, que ça intrigue un peu plus les gens que d'habitude, parce qu'ils considéraient la BO, leur mot était la BO la plus intrigante de l'année 1998. Ça a été repris dans la presse comme une BO vachement intéressante à écouter. Voilà. Ok, puis il y a aussi les réutilisations de Mozart et de Bach, je crois. Oui. Non, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais sûrement, je te fais confiance. Oui, bien sûr. Un décor, ça se doit, selon le style du film, refléter au mieux la réalité, et c'est ce qu'essaye de faire Truman Show. Et pour mieux vous expliquer et vous faire découvrir, place à la chronique décor avec Antoine. Attends, reste pas là, t'es trop classe pour le décor. Donc, les décors ont été dirigés par Nancy Haight. Je sais pas comment ça se prononce. Donc, elle a fait les décors des Arnaqueurs de Stephen Frears, Forrest Gump de Rocker Zemeckis. Robert Zemeckis. J'ai écrit Rocker, donc désolé. Bah, tu sors immédiatement. Mars Attack de Tim Burton, Big Fish. Et encore un autre, j'en cite encore un autre, elle en a fait plusieurs évidemment. La saga Sparano de Terry Gilliam. Donc, elle a reçu l'Oscar des meilleurs décors pour le film Bugsby en 1992. Et elle a été nominée aux Oscars des meilleurs décors pour Forrest Gump en 1995 et True Grit en 2011. Elle a reçu aussi le British Academy Film Award des meilleurs décors pour True Grit. Donc si on regarde bien à peu près tous ces décors, c'est à peu près tous les mêmes. Nancy Haight a vraiment sa marque déposée. Donc pour les décors de Truman Show, les décors nous font plonger dans un environnement d'une vie américaine, calme et luxueuse des années 50 et 80. On ressent donc l'American Dream dans la station balnéaire. Avec l'américain. Oui, voilà. Un travail idéal, une femme idéale. Et c'est donc de ce décor, de cette vie mécanique, que Truman va s'échapper. Ok, merci. Tu veux pas acheter de maison là, elles sont encore à vendre. Ils les ont jamais vendues là, dans les catalogues. Les maisons qu'on voit dans le film là. Ouais. Ils sont encore à vendre, ils ont encore le catalogue. Elles sont moches les maisons, je trouve. C'est un spectacle insupportable, m'a-t-on dit, mais j'essaierai de le supporter. Allez, on rentre dans le débat du coup, hein. C'est l'heure, c'est le moment. Oui, si tu veux, mais pas avec moi. D'accord. Moi je tape, je m'en fous. Chaud. Ok, on vous laisse 2 minutes. Alors, Ken. Ok, c'était bien. Bon, allez, on part sur la réalisation. On commence par la réalisation. On va commencer par parler de Peter Weir, de tout son travail qu'il a fait sur The Truman Show. Parlons d'abord créativité et tout ça, mettre en scène. Vas-y, Rudy. Non, mais j'avais une question qui a rien à voir. Est-ce que c'est lui qui a écrit le film ou pas? Non, il n'a pas été le scénariste. Non. Non, j'allais dire une connerie. Ah, vas-y. Donc il fallait mettre en scène cette histoire qui est un homme enfermé dans une ville imaginaire sous un dôme géant. Il y a en plus une petite erreur sur la carte hollywoodienne dans le film, mais ça on en reparlera plus tard. François, t'as pensé quoi de Je trouvais ça super bien pensé parce qu'il y a certains plans, quand on regarde bien, au niveau des coins de l'écran, on voit une espèce de flou, comme si en fait la caméra était cachée derrière un pan de mur ou un miroir. C'est vraiment... comme dans la poubelle. Oui, comme dans la poubelle, on voit les bords noirs qui cachent en partie la caméra pour filmer Truman. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça bien pensé parce que ça montre vraiment qu'en fait, il est tout le temps observé. On a vraiment des indices déjà dès le départ. Les plans avec les bords légèrement flous, ça montre qu'on voit depuis la caméra, filmé par, je sais plus le nom, en tout cas par Ed Harris. Et moi déjà, je trouve que ça, c'est super bien pensé, c'est une super bonne idée. Puis après, la manière dont les décors bougent, je veux dire, il y en a vraiment partout. Par exemple aussi dans la voiture, le fait que la caméra soit placée derrière l'autoradio où on voit l'heure, la fréquence radio, tout ça. Enfin, faut y penser, quoi. C'est vraiment y penser. Après, quand Ed Harris dit au total, il y a 5000 caméras dans tout le truc pour le filmer. Le bouton aussi sur la chemise, la caméra dans la poubelle du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après son voisin avec son chien, là, pareil, il en a une juste là pour le filmer, enfin, il y en a vraiment partout. Et à chaque fois, à chaque plan, il y a un indice
qui nous dit voilà, c'est placé à tel endroit, Ouais. c'est caché à tel endroit. Et ça, je trouve ça vraiment bien pensé. Ouais, mais après aussi, c'était logique qu'ils fassent un truc comme ça parce que c'est une télé-réalité. Du coup, c'est forcément que les caméras elles allaient être cachées et du coup, ça allait avoir ces planches-là, tu vois. Je trouve pas que c'est un truc super original. Je trouve que c'est cool, d'accord. Non, mais Il y a certains qui sont cool, comme celle quand tu vois le truc sur la radio ou les choses comme ça c'est cool. Mais il y a des plans, genre, enfin, c'était sûr et certain que ça va être des choses comme ça, je pense. Et du coup, enfin, je trouve pas ça non plus ouf d'originalité, quoi. D'accord. Antoine, t'es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que t'as trouvé ça original ou pas? Oui et non, en fait. Je trouve ça assez original par l'idée, en fait. Mais en fait, voilà, c'est ce que... En fait, je me... Ah, putain. J'arrive pas à dire ce que je veux. Allez, vas-y, essaye. Oui. Ouais, mais encore. Je passais à côté. Ok, Marc. Bah, moi, ce que j'ai surtout trouvé bien, c'était que la façon dont le film, comment le film en fait, il arrive à mettre une sensation de deuxième dieu pour, par exemple, pour Oui. le mec là, comment Ouais. il s'appelle, Christophe, le réalisateur. Là. Ouais, joué par Edaris, qui se c'est cache derrière la lune, ouais. Ah, c'est un truc de fou. Ouais, Tu vois qu'il peut contrôler les éléments. Genre, par exemple, on a vu dans la bande-annonce envoyer la foudre. Voilà, quoi. Il y a que Dieu qui peut envoyer la foudre. Enfin, dans les histoires, et ben là. Et il le fait, il fait lever le soleil, il fait des tempêtes. Parce qu'à un moment, Truman va s'échapper, enfin va vouloir s'échapper en mer, et donc du coup ils font tout pour l'empêcher de. Bah, c'est comme ça aussi, ils ont tué le père Ouais, dans l'histoire au départ. Ouais, c'est un peu comme ça qu'ils ont tué le père. Ouais, enfin, Ils ont fait disparaître le père pendant un certain nombre d'années. Oui, dans le scénario. Parce qu'ils n'ont pas vraiment tué le mec. Mais... Après, il y a plein de choses qui rappellent aussi le fait qu'on est dans une émission. Déjà, le montage, au début. On pense avoir le vrai générique, au final, bah non, c'est le générique de l'émission, réalisé par Christophe et tout ça. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a aussi le fait... il y a plein de petits détails qui apparaissent, comme quand il rentre dans l'ascenseur et puis qu'il y a le fond qui est mal mis. Ça aussi, c'est... l'autoradio. Moi, ça m'a fait rire, c'est la scène à l'hôpital. Oui, à l'hôpital, on va couper la jambe. Il y a un truc que j'ai trouvé excellent dans la réalisation, c'était aussi les petits faux placements de produits qu'ils mettaient. Ah oui, ça genre, fait par la femme. L'ami qui boit sa bière bien dans le cadre, ou alors sa femme, le chocolat, 0%, je sais pas quoi. Mais dès le début, rien qu'avec le couteau, quand elle commence à le décrire, je fais elle fait de la publicité là en fait. C'est juste excellent ça. C'est la publicité pour les gens qui regardent l'émission en fait. Oui, c'est ça. C'est pas des faux placements de produits, c'est des vrais placements. C'est des vrais placements de produits. Pas dans le monde à nous, mais dans le monde du film. Oui, c'est pour ça que j'ai dit des faux placements de produits. Enfin bref, je me suis compris moi-même. C'est des vrais quand même. Ah, sûrement. Pas pour nous, en tant que spectateurs, mais pour les spectateurs de l'émission. Oui, c'est ce que je comprenais, oui. Ouais. Je me comprenais moi-même. Il y a aussi la scène avec le projecteur qui tombe en plein milieu de la route tout au début. Ça, c'est marrant. Et il se demande même ce que c'est, parce que là, apparemment, il a l'air de ne jamais en avoir vu. Non. Puis après, à la radio, on entend que c'est un avion qui a perdu. Ouais, il cherche toujours tout à justifier. C'est très marrant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Les cadrages, forcément, c'est des cadrages assez simples. Ouais, mais c'est plutôt. Enfin, ouais, c'est pas. Ah oui, c'est quand même vachement simple. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est à la fois caméra cachée, mais à chaque fois, t'as une volonté quand même que ça fasse série, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est des cadrages simples parce qu'à la base, c'est une série normale en fait. S'ils font des cadrages compliqués d'un super film, et ben. Jamais on verra une série à la télévision avec des cadrages de fous furieux. Une télé-réalité. Ça dépend. Ouais, c'est une théorie. Oui, voilà, après, c'est vrai que. Non, mais quand on voit Truman, genre, c'est d'accord, c'est des choses comme ça, mais il y aurait peut-être pu faire d'autres choses quand on voit Ed Harris ou tout ce qui est production. Ouais, tout ce qui est production. Là, ça reste aussi. Vu que là, c'est pas filmé. Enfin, c'est pas filmé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Peut-être il y aurait pu. Enfin, j'ai pas trouvé. C'est comme la scène au bar, au lieu de montrer quelque chose avec des beaux plans, il se met au niveau de la télé et on voit les réactions des personnes. Après, je trouve que c'est bien fait quand même parce que il montre ce qu'il a envie de montrer, ce qu'on a besoin de voir. Des gens qui sont coincés devant leur télé, qui bougent pas, qui sont concentrés sur le programme. Le baignoire, il me fait rire. Ah ouais, celui dans la baignoire. Ce que je trouve ça beau, c'est qu'on voit les plans où justement c'est une télé-réalité. Et enfin, on les différencie les plans où c'est une télé-réalité et on différencie le plan où on est vraiment dans le film Truman Show. Ouais, aussi, oui, c'est vrai. Et je trouve ça beau. Déjà, les acteurs jouent un peu mieux dans la version quand ils sont pas dans l'émission. Oui. Il y a un jeu d'acteurs quand même qui est très différent.
Si on prend la femme qui joue. Ça c'est compliqué en fait. C'est un acteur qui joue dans un film en jouant un acteur. En jouant un acteur, en fait, ils doivent jouer un acteur et qui. C'est recherché. J'aime le retour. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Que pensez-vous de sa façon de montrer le monde réel et le monde imaginaire du coup? Est-ce que ça vous a Le monde imaginaire, c'est quand il est dans. Ouais, dans l'émission et le monde réel, pour c'est. Truman, ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est bien fait ou pas, quand même? Ah bah oui. Et je trouve. Enfin, si je peux commencer à parler. Les décors, tout ça, ça fait vachement. Enfin, nous, on voit que c'est faux, mais vu que lui a toujours vécu dedans, genre. Il voit que c'est la vérité et je trouve qu'il y a quand même un petit décalage sympa à voir. Il y a des quartiers qui ressemblent à ça. Franchement, les quartiers, je les trouve bien faits. Non, moi je trouve que c'est surfait, c'est au niveau des personnages, des figurants. Ouais. Parce qu'il le dit lui-même à un moment quand il est dans sa voiture, il dit tu vas voir, il va y avoir la femme avec son chien, l'homme avec sa, je sais plus, sur son vélo, enfin voilà, son pot de fleurs, voilà son bouquet de fleurs, et après la vie elle cabossée. Et en fait, ça tourne en rond comme ça. Et je fais, mais c'est surfait, ça. Je veux dire, il aurait pu. Et comme le fait des espèces des jumeaux qui viennent sans arrêt le voir toujours le même matin. Tous les jours, ses voisins d'en face qui dit tous les jours la même chose. Et toujours au même endroit sur le panneau publicitaire. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. C'est vrai. Ouais. Puis il s'en rend encore plus compte quand il entend à la radio toutes les paroles de l'équipe technique, puis qui voit les personnes qui commencent à marcher au moment où il arrive dans la rue. Ou alors quand il tourne du rond-point et qu'il dit je vais prendre ça pour moi c'est la meilleure prise de conscience telle sortie, et au final il prend la même, et d'un coup il n'y a plus de voiture alors qu'il y avait un bouchon énorme il y a 2 minutes quoi. Ouais. Et c'est super. Après il y a toutes les après il s'enfuit, il passe l'eau, cette scène, et après il y a l'histoire avec la centrale où il est poursuivi et tout. C'est assez marrant ça. Mais je pense, le décor, ça représente bien, comme je disais, genre le rêve américain, American Dream, genre. Je pense qu'ils sont vachement impliqués. Enfin, genre, pour lui, c'est le bonheur, tu vois, c'est la vie idéale qu'un Américain rêve d'avoir normalement. C'est ce qu'il avance d'ailleurs, Ed Harris à la fin. Je t'ai créé un monde rien que pour toi, un monde parfait. Le monde extérieur ne dit pas forcément la vérité non plus. C'est vraiment la philosophie du dictateur en fait. Je sais pas, du dictateur, je pense pas non plus, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait réellement, Ed Harris? Enfin, Christophe, en faisant un deuxième papa. En fait, parce que j'ai entendu ça, le réalisateur Peter Weir avait écrit un livre de 10 pages racontant l'histoire de Christophe qu'il a donné à l'acteur Ed Harris pour lui expliquer sa vie, pour lui dire comment était la vie de Christophe avant qu'il crée l'émission. La vie en 10 pages. Oui, les grosses lignes quoi. En gros, qu'il a mal vécu son enfance, qu'il a perdu plein de trucs, et du coup, ça lui a donné envie de créer une émission où le personnage principal serait toujours heureux et pour éviter tous les problèmes de la vie réelle. Okay. De toute façon, il le dit dès le début. Okay. Ouais. Il dit c'est pour que les gens regardent ça, ils soient heureux. Il y a un travail. Là, je passe plus sur l'aspect technique de la préparation. Il y a vraiment un aspect de travail énorme qui a été fait par le réalisateur pour son casting. Il aurait pu ne pas écrire les 10 pages à Ed Harris et lui dire voilà, tu te débrouilles, t'es un réalisateur et tu fais ça. Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans son jeu d'acteur? Tu le ressens ça? Je sais pas. Je pense que ça se ressent quand même, parce qu'au moins il comprend ce qu'il joue. Oui. Parce que quand tu lis le scénario et que tu dis c'est un réalisateur qui fait une émission sur un enfant, tu connais pas. Quand tu lis le scénario, tu sais pas toute l'histoire qu'il a eu derrière. Moi, je pense que c'était important aussi pour lui donner ça, c'est surtout pour sa relation avec Truman, parce que genre quand le moment où Truman dort, tout le monde peut repartir, tout ça, et là il y a lui qui est sur le point de partir et il fait demi-tour et il va poser sa main sur l'écran. En fait, il aime Truman comme son propre fils et il a créé le monde, et en même temps c'est... même quand on l'entend à la fin, dans son discours à la fin pour lui parler à Truman, on sent qu'il l'aime en fait, même si c'est d'une manière un peu brutal pour lui, disons. Même si ça lui fait pas mal, mais il sait pas. Le problème, c'est qu'il vit pas. Oui, c'est plus pour lui. Il aime Truman, mais en même temps, il pense pas à ce que Truman pourrait ressentir. C'est. Il a un peu converti le cerveau de Truman. Il l'aime, mais il le comprend pas. C'est ça. Parlons du casting, du coup. Jim Carrey. Allez, on commence par Jim Carrey. Vas-y, Marc, dis-moi ce que t'en as pensé. Toi qui l'aimes tant dans Eternal Sunshine of Spotless Mind. Dans ses rôles, quand il est sérieux, il est juste très bien. Hein. Dans les rôles où il est tout foufou, il a pas tout son potentiel, je trouve. Masque.
ouais, je sais, mais bof, c'est bien, mais c'est pas le genre de truc qui restera dans la mémoire. Alors que là, genre, si, The Mask, c'est un ça classique. dépend des personnes. À chaque fois, C'est un c'est classique. toujours relatif. Oui. Mais par exemple, là, The Eternal Sunshine, blablabla, et Truman Show, ouais, mais. Enfin, Truman Show, là, il fait des rôles plus ou moins sérieux. Enfin, Truman Show un peu moins, mais c'est des trucs de fou furieux. Hein. C'est très bon. Il y a I Love You Philip Morris aussi je qui connais. où il joue avec Jim Carrey. Evan McGregor, oui, exactement. Ouais, j'y repense là, ça fait tilt dans ma tête. J'ai pas apprécié ce film. Non, je l'ai pas vu. C'est très bizarre. Non, en tout cas, je trouve qu'il joue bien. Voilà. Le Nombre 23 aussi était un très bon film. Dommage, j'ai pas trop aimé, mais un bon film. C'est un très bon film. J'ai pas trop aimé, mais c'est un très bon film. Schizophrène. Il reste objectif, c'est bien. Bah non, ça peut être un bon film sans que forcément je l'apprécie. Ouais, mais du coup, pour toi, c'est un mauvais film. Pour moi, un mauvais film. Bah, on en parlera de ça plus tard. C'est un autre. On parlera de ça plus tard. Sinon, toi, Jim Carrey, ouais, moi, pardon. De base, ces rôles foufou, tout ça, genre, ça m'a jamais marqué. The Mask, je l'ai vu qu'une fois et ça m'avait pas plus marqué que ça. Et du coup, le voir sérieux, bah, ça me choquait pas, vu que j'ai pas l'habitude de le voir foufou. Et je le trouvais bien, même si des fois, j'avais l'impression qu'il exagérait un peu tout le temps. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression quand il dit bonjour à ses voisins à chaque fois. Je sais pas, j'ai une espèce de mouvement où il se baisse. Ouais, j'ai l'impression qu'il rire bouge, là. ça. Voilà, bon, ça m'a. Mais en fait, pourquoi il fait ça? Parce que pourquoi les gens autour de lui font exactement la même chose. Exactement. Quand tu vois le couple en face qui fait bonne journée avec sa petite voix, son truc, c'est quand tu vis dans un monde comme ça, bah tu t'adaptes. Et puis d'un côté, il en a marre, donc c'est forcé. Non, mais au début, non. À la fin, ouais, d'accord, je comprends s'il force ou quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Mais ouais, sinon, c'est un bon acteur et même on parle que de Jim Carrey ou tous les rôles. On fait si tu veux, vas-y. Ouais, et puis sinon, ouais, sa femme aussi. Enfin, j'ai trouvé genre tout le monde, on va dire pas ouf, mais bien moyen, et Ed Harris un peu plus au-dessus de tout le monde. J'ai trouvé vraiment intéressant comme personnage et il le rend bien. Sûrement grâce à ce carnet de 10 pages, sûrement, mais franchement, je l'ai trouvé bien en tant que genre second père et il le vend super bien, je trouve. T'es d'accord, François? Est-ce que toi aussi t'aimes tous ces acteurs ou pas? Ah, et Harris, moi, c'est un acteur que j'adore. Oui, et Jim Carrey, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais moi, personnellement, c'était un acteur que j'aimais pas. Ouais. Mais ceci dit, j'ai pas vu les meilleurs films de sa filmographie, on va dire, parce que j'ai vu Dumb and Dumber, j'ai vu Le Green, j'ai vu The Mask. Ah, t'as vu ses pires films? Bon, Non, The Mask, tu l'aimes bien. Ouais. Mais moi, j'ai pas aimé. Et d'autres dont je me souviens plus du nom. Et vraiment, moi, le voir faire le con à exagérer, ça m'énervait. En plus, je sais pas, il y a une tête qui me revenait pas. Et je suis pas d'accord. Et enfin voilà. Et là, je découvre Truman Show. Et en fait, c'est vraiment qu'on cherche à le cantonner, je trouve, dans ses rôles de clown. Parce que dans Truman Show, certes, parfois il surjoue, mais je trouve qu'il est bon dans le, je sais pas comment on peut dire, dans le dramatique. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment, je l'ai trouvé bon. Et je l'ai découvert sous une autre facette. Et pour moi, ça passait largement, quoi. Après, sa petite touche de folie, c'est vrai que ça a apporté quelque chose de touchant à son personnage, certainement. Bon, après, voilà. Et après, bon, Ed Harris, le géant Ed Harris, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, lui. Donc, enfin, voilà. Il est toujours très bon. Je n'ai rien à lui reprocher. Antoine, casting. Les acteurs que j'aime bien, bah, évidemment, Jim Carrey. J'adore Jim Carrey dans ses films. Parce que je l'ai bien aimé. En fait, ce que j'aime bien, c'est justement ce que François n'aime pas, en fait. C'est son côté folie, comique, tout ça. Ses gags, en fait, par exemple, dans Menteur ou Bruce Tout-Puissant. Et même dans The Mask, enfin, c'est... Dans The Mask, il est extraordinaire, quand même. C'est vraiment le personnage, l'acteur cartoon, en fait, qui peut faire plein mais de dans le choses. film, là, c'est pas ça qu'il doit jouer, normalement. Genre, c'est quelqu'un de sincère et il doit pas être cartoon, normalement. Dans Truman Show, par contre, oui. Je suis d'accord, oui. Ouais, mais... Mais c'est plus. Ouais, Truman Show, c'est un monde petite partie cartoon, mais elle est quand même très mince comparée. Elle est très mince, mais en soi, quand il est sérieux, quand il arrive à devenir sérieux, et enfin, je le trouve vraiment bien. Je suis d'accord avec toi pour la partie. Mais par contre, celui que j'ai préféré dans Truman Show, c'est vraiment Ed Harris. Ouais, il est puissant. Enfin, calme. Enfin, c'est Ed Harris. Parlons un peu d'improvisation et notamment de la scène où Jim Carrey est devant son miroir. Alors celle-là, elle est totalement improvisée, hein. Celle où il dessine cette espèce de casque d'astronaute. Ah oui, où ils disent ça y est, il est revenu, il est redevenu lui-même. Alors là, Peter Weir lui a dit redeviens The Truman Show, redeviens Truman.
et il a improvisé cette scène. T'en as pensé quoi ? Est-ce que tu trouves que ça revient bien au personnage ou pas ? Oui, bah là c'est vrai que c'était Truman. D'ailleurs, j'étais d'accord avec les deux qui le surveillaient. Bah ça y est, il est revenu. Mais moi dans cette scène, ce que j'ai préféré, c'est sa phrase à la fin. Il efface tout, puis il regarde, et il donne vraiment l'indice de je sais que vous me regardez, mais vous vous en rendez pas compte, pardon. Où il dit voilà, c'était gratuit. Il s'en va. Ah, c'est. Ouais. Pour ça, je trouve que la réplique, elle était bien trouvée, je trouve. Là, tu vois, là, c'est un truc que j'avais pas du tout vu. Du coup, je te remercie. Ouais, mais si, il dessine le casque, il part dans son délire. Vraiment, j'avais pas relevé la dernière phrase. Et là, il efface tout. Voilà, c'était gratuit. Puis il s'en va. Et là, je dis, ah, putain, il donne vraiment des trucs. Je dis, je sais que vous me regardez. Est-ce que tu l'avais vu, toi, Rudy, cette phrase ? Parce que moi, je l'avais pas vu. Non, j'ai pas fait gaffe. Et puis, sans mentir, genre, cette scène, genre, elle m'a pas plus marqué que ça en plus. Du coup, genre, pour moi, c'était dans la continuité du film et ça paraissait logique. Oui, c'est dans la continuité, mais c'est vraiment cette phrase qui m'a marqué. Quand même, c'est elle qui fait quand même le lien entre la partie où il découvre et la partie où il dit « je sais ». Bah, c'est un peu un lien. Après, pas totalement non plus, mais quand même je un trouve lien. que celle qui fait le lien, c'est justement, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, c'est la fille. Sylvia. Ah, Sylvia. Celle dont il reconstitue le visage avec les morceaux de magazine. On se demande comment il fait vu qu'elle fait plus partie du casting. Bah, dans ses pensées, ça. Oui, non, mais dans les magazines, comment elle fait pour être dans les magazines Non, elle est pas dans les magazines. Elle est pas dans les magazines. Il prend des morceaux comme ça. Ouais, il se rapproche, mais c'est bizarre. Bah, quand t'as quelqu'un en tête, après, tu. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Genre, c'est pas forcément elle, mais vu qu'il prend des parties de chaque personne. Certes, c'était sa vie, mais moi, ce que je reproche aussi. Enfin, pas l'histoire, c'est plus vraiment quand on s'implique dans l'histoire, ce qu'on peut leur reprocher, c'est de vouloir diriger la vie de Truman. Genre. Et là, il tombe amoureux de Sylvia, du coup, c'est son vrai prénom, mais dans le film, c'est. Enfin, dans la fiction, c'est Garen, je crois. Enfin, je sais plus son nom, enfin voilà. Non, c'est Sylvia. Ouais, bah, tout le monde, même les téléspectateurs le disent. Elle est bien, il serait bien avec, mais non. Le réalisateur et tous les scénaristes veulent qu'il se mette avec Meryl et il provoque la rencontre et il force un peu à se mettre avec elle. Et... on la voit, genre quand elle danse et que Truman commence à la regarder, elle se fait expulser. Ce qui est un peu bizarre, c'est à la bibliothèque. Pourquoi elle est encore là à la bibliothèque Ouais, c'est un peu une incohérence, mais bon. Mais oui. À chaque fois qu'il la regarde, elle se fait virer, quoi. Clairement. Allez, je veux juste qu'on parle de quelque chose vite fait. Les figurants qui jouent des figurants dans l'émission. Et cette scène où ils sont tous en mode pause, c'est assez drôle quand même. Ah oui, je sais pas ce que vous en avez pensé. Tous arrêtés. Si, moi je trouvais ça drôle, ça me faisait penser au PNJ dans les jeux vidéo un peu. Ouais. Je suis d'accord. Et moi perso, ça m'a fait penser à ça et surtout quand ils font les patterns et ils se rendent compte que c'est des patterns, je me dis c'est trop le jeu vidéo, tu vois. Enfin, j'ai plus vu ça et du coup je trouvais ça bien. Enfin, je sais pas s'il l'a pensé comme ça, mais moi je l'ai pensé comme ça. Je trouvais que c'était un joli clin d'œil de faire comme ça, quoi. Okay. Parlons donc de l'histoire. On a deux mondes, le monde réel, le monde imaginaire. Alors qu'est-ce que le monde imaginaire ? C'est le monde dans l'émission. Le monde réel, c'est le monde des spectateurs. Alors on a parlé un peu déjà du monde de Truman. Parlons un peu du monde extérieur. Les gens, ils font quoi, les gens dans la vie ? Ils sont tous fans de l'émission. Oh oui, des spectateurs. Les spectateurs. On voit les deux grands-mères avec leur coussin et les fiches de Truman. Mon préféré, c'est le gars dans sa baignoire. Le gars dans sa baignoire. De toute façon, le monde extérieur, on le voit que des gens qui regardent la télé. Oui, c'est ça. On voit pas de rue, on voit rien du tout. On voit juste des gens à l'intérieur. Comment on le voit ? On le voit de l'autre côté de la télé. C'est comme si on avait la télé, on voyait The Truman, et on prenait l'inverse, on voyait. C'est ça aussi qui est extrêmement bien fait, c'est qu'il n'est pas parti chercher des plans caméra super compliqués et tout pour montrer le monde extérieur, non. Il a juste retourné sa caméra. Je sais pas ce que comme si la caméra était dans la télé. Voilà, la caméra est dans la télé, elle se retourne, on voit le spectateur, on retourne dans le show. On a aussi les deux gardiens dans le... Ah oui. Dans le garage qui dit il essaye de montrer un maximum de gens, quoi. Et puis on a le fameux bar The Truman Show qui là diffuse H24. On a les jours en haut qui sont affichés. Qu'est-ce que vous pensez de celui? Tu penses quoi, Marc, dessus? Est-ce que toi t'aurais envie, si un jour ce genre d'émission existait, d'y aller? Oh jamais, je déteste ça. D'accord. Non, mais disons que on voit, c'est un peu une
espèce de dénonciation avant l'heure. Enfin, le réalisateur veut clairement montrer que les mecs ils sont H24 sûreté, genre les mecs là, je sais pas si c'était des flics ou des gardiens ou des mecs de garage. C'est des gardiens, voilà. Ils sont même au boulot, ils regardent. Alors que c'est des gardiens, bon, tu peux regarder la télé, mais il faut regarder quand même. À un moment, il y a même un exemple, il y a un gars qui toque à la fenêtre juste derrière eux. Ouais, c'est bon, laissez les clés. Ouais, enfin voilà, tu vois. Donc c'est à dire que le mec il prend son bar en regardant la télé, enfin après je sais pas s'il y a d'autres exemples parce que je m'en rappelle plus trop, mais enfin ils sont toujours H24 dessus. Ouais. Et genre ils regardent, c'est trop bien. Et puis quand ça s'est arrêté, les gens. Ouais, c'est ça. Ils ont fait plus d'audience quand l'émission s'est coupée. Parce que c'est Christophe qui le dit. Non, il faut pas relancer tout de suite. On n'a jamais fait autant d'audience que depuis le début de l'émission. Parce qu'il y a eu une coupure. C'est n'importe quoi, on va faire. C'est un peu une drogue. Ouais, c'est une drogue. Maintenant, tout le monde regarde la télé. Donc ça abrutit. Aujourd'hui, c'est comme ça. On parle des émissions de NT1 et NRJ12. Ouais, tout ce qui est télé-réalité. Voilà, c'est télé-réalité. C'est pour ça, c'est une dénonciation avant l'heure. Je sais pas si ça existait à l'époque, la télé-réalité, mais on en avait quelques. Alors, ça se développait la télé-réalité commence en 1971 avec An American Family. Merci bien. Oui. Mais se développe vraiment dans les années 90, à la fin des années 90. Oh là là. Et ça arrive en France justement à l'époque avec Love Story et autres. Love Story, à l'époque, c'est le premier. Mais quel érudit. Antoine, tirez-toi dans le genre de bar. Alors, tout d'abord, je vais dire, je partage exactement les mêmes arguments que Michael, mais entrer dans un bar... Non, lui il s'appelle Marc. Marc, oh là, excusez-moi, de Marc. Mais entrer dans un bar à série, pour moi c'est comme aller au Japon, aller dans un bar à chèvre ou un bar à chat, tu vois. J'irai pas 2 fois. Ok, t'irais pour tester quoi. C'est ça, oui. C'est quoi ta comparaison? C'est vrai, pour tester. Mais un bar dédié à une série, enfin une émission de télé-réalité qui est... Ouais, mais faut se mettre dans leur truc, genre ça a toujours existé et c'est un phénomène mondial qui dure depuis depuis qu'il est né. Depuis 20 ans. Du coup, forcément, c'est ça que ça serait intéressant. Si c'est une habitude, d'accord, mais... Attends, François, toi t'irais? Non, parce que c'est exactement le genre d'émission dont j'ai horreur. Alors, ouais, non, mais ouais. Franchement, la télé est-ce que le principe, t'as fier d'aller dans un bar où on passe ce genre. De toute façon, à la fin du film, la série elle a fini, Truman y est parti, du coup le bar il va fermer. Donc. Ça part. Non, vraiment. Déjà, je vais jamais dans un bar en général. Jamais, non. Quand même, mais un bar comme ça spécial une série, faut vraiment que j'aime la série, quoi. Et si on faisait un bar, je sais pas, les Simpsons. Est-ce que ça fonctionnerait autant qu'un bar? Je sais pas si ça fonctionnerait, j'en sais rien. Je suis sûr qu'il y en a déjà. Mais tu vois, je rentrerais plus par curiosité parce que les Simpsons, c'est un truc que j'aime bien regarder un épisode de temps en temps parce que ça me fait rire. Tu vois, un truc de spécial, un bar spécial pour une télé-réalité. Déjà, le principe même de la télé-réalité, j'ai horreur de ça, il n'y a pas d'autre mot. Alors, non, je rentrerai pas là-dedans. Bon, Rudy va y aller. Moi, si c'est un bar, j'y vais déjà. Non, mais en fait, moi j'ai un souci, c'est que je me dis en fait, je regardais Truman comme ça 24h/24, genre sa vie elle est pas ouf, et il fait pas des choses exceptionnelles, genre c'est une vie normale. Rien, ouais. Et du coup, mais c'est pour ça que Christophe est là, le réalisateur. Pour des événements dramatiques et tout ça, il le dit. Ouais. Ah bah là on va faire rompre les deux pour avoir une nouvelle Truman et Meryl, amoureuse. Ils ont fait rentrer le père aussi. Oui, bah les feux de l'amour, qu'est-ce que c'est? Ouais. Pourtant ça fonctionne. Est-ce qu'on a des têtes à regarder les feux de l'amour? Oui, mais qui c'est qui regarde ce truc-là? Ah, Théo. Merci Théo. Donc Théo, notre technicien, regarde les feux de l'amour tous les lundis à 13h30 sur TF1. Ah mais tu connais les autres. Tu regardes aussi toi si tu sais l'horaire comme ça? Et avec ma grand-mère, on était là tous les jours à regarder. C'est ce que je dis, c'est les grand-mères. C'est intéressant, mais bon. Voilà. Non. Mais bon après voilà, chacun ses goûts. Je suis pas content, ils ont déprogrammé. Chacun ses goûts. Ils l'ont déprogrammé. Coup de gueule. Ils ont déprogrammé. Pour mettre des films de Noël, hein, franchement. Ils ont déprogrammé Plus belle la vie. Tant mieux. Franchement, il sera temps que ça s'arrête. Bon après c'est un autre débat, mais. C'est ouais. Et ouais, je voulais finir. On part dans ça. Genre, ça me fait penser que du coup, vu que eux ils regardent que la télé, enfin les spectateurs regardent la télé, genre ça fait comme si eux ils ont plus de vie et la seule vie qu'ils ont c'est la vie de Truman en fait. Et je trouve ça un peu triste parce que je me dis ça. Comme les grands-mères qui ont les coussins et tout à l'effigie et je me dis genre devant et qui se réveillent devant et qui font que ça de leur journée. Non mais je me dis si ça arrive dans la vraie vie, genre imagine tout le monde regarde la télé et genre nous on a plus de vie et puis on regarde les gens faire des trucs, tu vois. Ouais, c'est pas. Et vraiment genre ça m'a rendu un peu triste.
Ouais, c'est quand même une dénonciation. Enfin, les gens, les gens sont plus accros à la télé qu'à l'émission en elle-même. Genre, quand on voit les deux gardiens du garage, là. Non, je pense qu'ils sont vraiment accros à l'émission. Parce que oui, ils sont accros à l'émission. Regarde Truman, et une fois que c'est fini, hop, oh bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bien vu. Oui, mais pourquoi? Mais ils attendent quand même que l'émission se termine. Ok. Non, mais oui, parce qu'ils suivent, ils sont à fond dans le truc, mais après, une fois que c'est terminé, ça doit faire 20 ans qu'ils suivent alors. On s'en fout. Depuis qu'il est né, ça fait plus de 20 ans. Enfin, on s'en fout, ouais, mais. Enfin, ça fait plus de 20 ans quand même passer direct à oh, regarde s'il y a un autre truc. Enfin, d'être. C'est vraiment quelque chose à consommer et à jeter. Ouais. Voilà. Sur le coup, tu vas être à fond, et puis à fond pendant 20 ans, c'est quand même assez difficile. Ah, voilà, tu vois. Après, voilà. Ouais. C'est vrai que pendant 20 ans. C'est quand même qu'à la fin du programme qu'ils changent de chaîne. Ils changent, c'est pas avant. C'est pas en plein pendant l'émission ou le soir quand Truman s'endort qui dit on regarde ce qu'il y a ailleurs. C'est vraiment à la fin du show, à la fin totale. Les dialogues, c'est drôle. C'est drôle. Les placements de produits sont très bons. Les placements de produits, ouais. Ça c'est drôle. Les dialogues quand Truman devient vite fait fou avec sa femme là quand ils sont en voiture, c'est pas... Ah oui, oui, ça aussi c'est à marquer, mais c'est pas vraiment c'est des scènes drôles, c'est comique. Les dialogues sont juste là, sont marrants, c'est pas non plus. Ah si, le dialogue de Ed Harris quand il explique à Truman, que c'est son gamin, presque à peu près. Le dialogue final. Puis aussi le dialogue, il parle à Truman, mais à travers le personnage joué par Noah. Puis l'histoire des caméras, elle est bien trouvée aussi. Parce qu'en fait, il dit il y a 5000 caméras, puis tout. On te filme tout le temps. Tu sais, quand il lui explique, et il fait je te comprends mieux que personne, Truman. Et là, il lui répond il n'y a pas de caméra dans ma tête. Oui. Ça je trouve que c'est bien trouvé, ça. Cette phrase est très bien, ouais. C'est pas dégueu. C'est vraiment bien. Les décors. Vous avez pensé quoi? C'est comme on disait tout à l'heure, je prends la parole. Vas-y. Et c'est vraiment fait pour un monde idéal, quoi, pour que lui, ils ont tout fait pour que ça soit beau, que ça soit lisse, que ça soit propre. Ouais, c'est ça. Et même au niveau des vêtements des personnes, c'est classe. Enfin, il y a rien qui se démarque, vraiment tout est lisse, tout est propre, tout c'est. Il y a pas de poussière, il y a pas de déchets, les routes elles sont belles tout le temps. Pourtant ils roulent dessus, mais. Propagande. Oui. Programme allemande, oui, exactement. On avait allemande, russe, comme à l'époque de la guerre froide où on recrée des mondes, des villes entières pour réaliser des publicités et tout ça, pour promouvoir tout ce qu'il y avait à promouvoir. Vachement creux et triste. Sinon, les effets spéciaux, déjà les effets de zoom, notamment vers la Lune. La Lune, c'est rigolo quand même. Genre que le studio soit sur la Lune, c'est une bonne idée. Ouais, très bon. Ouais. C'est puis en fait, c'est pas choquant, quoi. Ce qui m'a bluffé aussi, c'est les effets de météorologie. La mise en scène Cette mise en scène là, elle est énorme. Je suis d'accord. Mais n'empêche, il montre régulièrement qu'il y a des bugs au niveau du truc. Genre, à un moment, il est sur la plage et d'un seul coup, il se met à pleuvoir. Uniquement sur lui. Sur lui. Et puis il se déplace, il dit ouh. Il est trop content. Ouais, il se déplace, il pleut plus, et là le truc il se décale. Quoi? Ouais. Il y a des bugs, c'est vrai. Comme quand l'éclairage tombe du ciel. Ah oui. C'est dangereux, il y a des projecteurs qui tombent du ciel. Quand on entend à la radio l'équipe technique qui parle, quand le décor est obligé d'être remis et tout ça. Ça coûtait cher quand même en électricité, s'ils éclairent le ciel avec des projecteurs. Ouais. Ils le disent à un moment, on a le plus gros studio du monde, c'est le deuxième truc après la Grande Muraille de Chine qui peut se voir depuis l'espace. Ouais. Je sais pas si on voit la forme. C'est là que tu te rends compte que c'est une fiction. Il le montre en fait, quand il explique, il montre que c'est un gros dôme sur le bord d'Hollywood. Même au début. Et c'est là qu'il y a une erreur de positionnement géographique dans l'explication et dans la situation géographique qu'on voit sur la carte. D'accord. Je crois qu'il dit que c'est au sud, au final c'est au nord d'Hollywood, il y a un truc comme ça. À un moment il y a un plan sur le dôme et on voit le panneau Hollywood juste devant. Et lui quand il explique, il le donne pas au bon endroit en fait. Il y a une histoire de nord-sud ou de est-ouest de Los Angeles qui est assez bizarre. Il y a une petite erreur. En tout cas, très bonne technologie. Ouais, et puis le soleil qui se lève aussi d'un coup à 4h du matin pour retrouver le pauvre Truman qui a disparu. Le soleil. C'est lumière. Oui, mais on a vraiment l'impression que c'est un soleil. Ouais, bien sûr. Après, on a aussi la scène finale où il vient s'encastrer dans le ciel imaginaire. Cette scène aussi est pas mal. Les musiques, parlons un peu des musiques du coup.
Qu'est-ce que vous en Les avez musiques, pensé, elles sont, comme je disais, genre, c'est vraiment juste pour. accompagner. Ouais, c'est pas ouf. Ils ont voulu faire quelque chose d'original, mais au final, moi je l'ai pas ressenti. Et moi, juste personnellement, à part les musiques de Mozart et Chopin qu'on entend, qu'on peut reconnaître parce qu'elles sont tellement cultes qu'on les reconnaît facilement. C'est vraiment minimaliste. Mais sinon, les autres musiques, soit on les entend pas, soit elles sont tellement. Bah écoute, moi, ça m'a pas marqué. Bah moi non plus, personnellement. C'est bien. Je sais pas, Marc, ça t'a juste. juste. En fait, j'étais en train de me dire merde, ça m'a. J'ai un peu. J'ai pas dit on va chanter un petit air ou quoi, on n'a rien qui vient. Exactement. Alors que sur Orange Mécanique, on avait Singing in the Rain, on avait ce genre de musique qui non, qui réapparaissait, qui était culte. À part Mozart et encore, voilà. Bah, vraiment, moi j'ai remarqué juste la transition entre le fait qu'il est en train de se rendre compte du monde dans lequel il vit. Et à un moment, il rejoue la comédie, il fait bon, je vais redevenir Truman pour mieux les bluffer. Et d'un seul coup, il recommence en disant bonjour à ses voisins. Et là, d'un seul coup, il y a une différence déjà de lumière et de fond musical aussi. D'un seul coup, la musique, elle est plus vive. Ça y est, on est reparti dans le show de l'émission, quoi. C'est dans son truc classique. Puis là, on le voit, et puis c'est comme quand il retrouve son père. Là, tu vois, Christophe, il dit. Et là, non, on attend. Et là, on renvoie la musique. Là, on fait le zoom. Il y a toute la direction artistique aussi, et on voit que la musique est jouée en direct. Mais en soi, la musique, elle est pas marquante sinon. Non, elle est pas marquante. Bah après aussi, on peut se dire que dans une télé-réalité, c'est pas la musique qui est importante, tu vois. Non, c'est ça aussi. Et oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils voulaient coller là-dessus, et du coup. C'est vrai que du point de vue de l'émission, elle n'a pas besoin d'être marquante. Oui, juste au moment où il y a de grands événements comme le retour du père ou sa mort ou quand il découvre des grandes choses, là, il faut qu'il y ait une musique un peu plus marquante. Sinon, on n'a pas de musique, c'est des musiques de fond. Sinon, c'est la télé qui l'écoute, c'est lui en train de travailler, c'est des ambiances en fait, c'est des ambiances. Exact. Il n'y a pas de musique. En fait, les caractéristiques du film The Truman Show, en fait, elles ont été faites sur le principe d'une émission télé-réalité. Allez, on va finir notre débat et j'aimerais qu'on discute un peu d'un truc, vu que c'est un film assez, dramatique et tout ça. Il y a forcément une scène qui vous a marqué. Je vais commencer par Antoine. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué dans ce film ? Alors justement, dès que tu m'as dit ça, j'étais en train de réfléchir. Je pense que oui, il y en a une, mais là tout de suite, attends. On fait le tour, Ouais, on fait le tour. Allez, Marc, s'il te plaît. une scène qui t'a marqué. Moi, c'est quand il commence à contrôler le soleil. Genre, quand ils disent envoyer le soleil et tout, il y a le soleil qui se lève et tout le monde, tous les figurants se mettent à faire leur truc et tout. Enfin, quand ils commencent à contrôler, quand on voit qu'ils peuvent contrôler les éléments. Et ça, je trouve ça énorme parce que c'est à ce moment-là qu'on dit, ah bah merde. Ah bah en fait ils sont forts. Ouais. Enfin genre on se dit ah bah Truman bah il est dans le beau drap. Parce que pour il est dans le beau drap. parce que pour ce qu'il a envie de s'échapper et s'il doit affronter tout ça, enfin on voit les mecs ils vont faire de la tempête, c'est un peu compliqué quoi. Enfin, et puis même c'est quand même assez époustouflant. C'est tout. Oui. Moi je vais pas être original et je vais dire la dernière fin, la fin, le grand dialogue. Okay. Parce que Ed Harris est ouf en expliquant tout ce qu'il voulait faire et tout ce qu'il a fait en fait. Et je trouve que il a bien joué Jim Carrey, c'est le seul moment où je trouve vraiment le plus sincère du film, je trouve. Et Ed Harris, je trouve qu'il était vraiment au-dessus et que il expliquait tellement bien, et on y croyait vraiment, je trouve. Et c'est la scène qui m'a le plus marqué. On entend en plus sa voix résonner. Oui, ouais. C'est pas mal aussi ça. C'est un bon effet. François. Au niveau émotionnel, j'ai pas vraiment de scène favorite. Au niveau où ça dérape un peu plus, ma scène préférée, c'est quand il est dans la voiture, qu'il prend sa femme avec lui et qu'il commence à faire le tour du rond-point. Truman, je vais être malade. Moi aussi. Et là, il arrive dans le truc. Tu vois, j'ai dit ma direction et hop, un bouchon. Allez, demi-tour, ça sert à rien de toute façon. Hop, je vais peut-être à la Nouvelle-Orléans. Hop, même rue, il y a plus de bouchons. T'as vu ça ? C'est magique. Magique, ouais. Et là, mais vraiment, il part dans un délire et moi, ça m'a bien fait rire. D'un côté, sa femme, vraiment qui. Tu sais, vraiment un rythme effréné, ils avancent, puis d'un seul coup, poum, il s'arrête devant le pont. Il peut plus, ouais. La peur de l'eau. Et là, après, ils arrivent, l'histoire du nucléaire, de la centrale nucléaire. D'abord, il y a le feu de forêt, le feu de forêt complètement bidon avec ces flammes au sol qui apparaissent d'un coup. On va brûler Truman, mais non. Bah, tu vois, et là, mais la grave erreur de rien, Truman. Oui, l'erreur.
Mais il y en a plein d'erreurs, en fait, ils en font plein. Je pense qu'en fait, ils sont tellement partis dans une routine. C'est comme dans le bus avec la petite fille. C'est lui, maman, c'est lui, maman. Ah oui. Truman, c'est Truman. Il est tellement pas crédible, le chauffeur aussi. Oui. péter l'embrayage. Je sais pas. En plus, il force et puis il regarde derrière. Oui, c'est ça. Et puis t'as tous les figurants. Je sais conduire. Il y a tous les figurants qui bougent pas, ils sont statiques, mais genre vraiment. Genre, ouais, aussi quand il est dans le magasin, qu'il va voir son soi-disant meilleur ami, et d'un seul coup, il fait et regardez, il y a personne qui s'est retourné là. Pourtant, tu vois, je fais un truc bizarre, il y a personne qui se retourne, personne Alors qui que dans remarque. la vraie vie, tout le monde se serait retourné. Bah quoi, oui, oui. Quelque chose d'étrange qui arrive. Genre quand il se met en plein milieu de la rue, qu'il fait ça, toutes les voitures s'arrêtent, personne ne protège. Je veux dire, tu te mets en plein milieu de la rue, t'arrêtes un chauffeur, il va te klaxonner dessus et tu hurler dessus. Et là, non. Mais il va te renverser surtout. Hein. Moi, la scène que je préfère le plus, c'est juste après, c'est quand ils rentrent chez eux et qu'elle fait son histoire de chocolat, le coco, et que lui il part, mais il s'excite. Elle croit qu'elle va mourir. Elle dit c'est pas dans mon contrat, c'est pas dans mon contrat, avec son meilleur ami qui revient. Et moi, c'est cette scène-là qui m'a plus choqué, marqué. Scène que je trouve très belle, c'est que tout simplement le moment où il reprend le bateau et tout le monde le recherche. Parce qu'au final, Truman comprend que son père, en fait, c'était qu'un acteur et que il a pas peur de l'eau. L'histoire de l'eau, ça fait rien en fait. C'était pas vraiment son père. Entre guillemets. Ouais. Entre guillemets. Voilà, mais tu m'as compris. Ouais. J'ai trouvé ça beau. Voilà. Ah, j'aime bien aussi, c'est la réplique qui lui sort, genre bon, si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit, qu'il disait toujours à ses voisins d'en face. Et il disait plus rien pendant les explications d'Edaris, et là il lui fait allez, dis quelque chose, il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent, il faut que tu dises quelque chose. Si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et c'est fini. Et fallait vraiment trouver l'espèce de phrase de fin, et le fait de reprendre son truc habituel, adressé cette fois à celui qui le contrôlait. Ouais, c'est vrai que c'est bien. J'ai bien aimé. Donc voilà. Du coup, il y en a deux qui aiment la fin. Marc, cette fin, tu l'as aimée ou pas? Le fait qu'ils quittent et qu'ils disent cette phrase. Disons que il y a toujours aussi ce truc dans dans beaucoup de films, le coup de la phrase souvent répétée qui revient à la fin. Bon, pour moi, c'est une fin normale. Enfin, ça serait la mauvaise fin ça serait qu'il reste dans la télé-réalité en fait. Est-ce que ça aurait été une mauvaise fin? Pour moi, ça aurait été une fin, on va dire, de merde en fait. Voilà, tout simplement. Tout le film fait qu'il a envie de quitter ça. Il veut plus. Tout se base là-dessus. Donc c'est-à-dire que le mec a échoué. Donc, mais Edaris lui dit tellement de trucs qu'il aurait pu le faire rester, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à un moment on y croit. Mais maintenant c'est plus sa vraie vie. Maintenant il sait qu'il est filmé et tout ça. De toute façon, c'est pas la vraie vie. Ce qu'il veut, il faut pas oublier qu'il a. Il sait que c'est pas la vraie vie, mais il connaît pas. Il faut que je dise un truc. Faut que je dise un truc, c'est mon destin. On a oublié une grande chose quand même dans le film. Enfin, on l'a dit, mais très vite fait. Il faut oublier aussi son deuxième but. Son deuxième but, c'est surtout retrouver la femme. Enfin, la femme. La femme. Exactement. Et je pense que c'est ça qui le fait sortir, pas le fait d'aller découvrir le monde réel. C'est vraiment de retrouver cette femme. Non, parce que pas que son monde, en vrai, il lui convient quand même assez. Non, il veut s'en aller. Il dit je vais aller aux Fidji, je vais faire le tour du monde. Déjà, quand il était enfant, il disait je veux être explorateur. Il arrête pas de le dire. Oui. Ouais. Oui. Ok. Et puis même s'il était resté, ça aurait perdu de son charme parce qu'à la base, le principe de The Truman Show, c'est le fait que c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est le personnage principal d'une série, d'une télé-réalité. Là maintenant, il le sait. Maintenant, il va surjouer du coup. Il va plus être lui-même. Il faut savoir aussi que quand on fait une traduction littérale, Truman, ça veut dire l'homme vrai. Enfin, donc c'est l'homme dans sa vraie nature. Il sait pas qui joue. Du coup, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre, même s'il est fabriqué de toutes pièces, sa vie est fabriquée de toutes pièces par Ed Harris, c'est lui en lui-même, ses réactions devant le miroir et tout, sa façon de parler aux autres, c'est lui. Il est vrai. Alors le fait que maintenant qu'il sait qu'il est filmé, qu'il doit jouer un rôle, l'émission perd de son principe. Ok, tout le monde est d'accord avec cette idée? Oui. Apparemment pas toi, mais... Tout le monde s'en fout, il y a Marc qui fait le con là. Ok, alors si tout le monde fait le con, on met fin au débat alors. T'as fait fort. Allez, avant de passer aux notes des chroniqueurs, place au jeu. Que le match commence.
place à un petit jeu de questions-réponses. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Speed Quiz préparé par votre chroniqueur musical. Oui. Rudy. Le Speed Quiz. Alors d'abord, je vais demander à tout le monde de retourner ses feuilles parce que vous avez dit des réponses du questionnaire. On va voir si vous avez écouté. Et je vous préviens, c'est des questions un peu difficiles, mais ça va le faire. Du coup, on va commencer par Marc avec un très beau bonnet. Et on va continuer comme ça, comme d'habitude. Tu peux dire un truc ? Vas-y. Je vais perdre à la première question. Non, ta question elle est simple. Non, ok, si tu le dis. Non, si ça va. Enfin, je sais pas, on verra bien. Ok, Vas-y. du coup, je vais expliquer les règles comme chaque fois. Je vais vous poser une question chacun à votre tour et quand vous répondez mal, vous êtes éliminé. Oh non. Et le dernier qui reste. Bon, Mickaël, t'as une vie parce que t'es le présentateur. Ouais. Non, je déconne. Et si vous êtes éliminé, vous êtes éliminé. Le dernier restant est le grand vainqueur du Speed Quiz sur Truman Show et c'est celui qui aura travaillé le plus ce film. Alors c'est parti, Marc. Es-tu prêt ? Yes. Oui. De quel film parle-t-on aujourd'hui ? Truman Show. Oui. Par qui a été réalisé ce film ? Oh non, là ça la fout mal. On l'a répété 1000 fois à peu près dans cette émission. Non. Non, Robert Zemeckis, on triche pas, on ne triche pas. La vraie, Spider-Man. Steven Spielberg. Non, en vrai, je sais pas. Mais vraiment, ça va durer 3 secondes si tout le monde perd ça. Bon, c'était Peter Weir. Peter Weir. Ok. Comment est mort le père de Truman ? Il s'est pas noyé ? Ah si, c'est ça. Comment s'appelait le père de Truman ? Dur. Bon, ouais, Il dit son nom. Oui, il dit son nom. Brandon. I don't know that. C'était Kirk. Kirk, genre. Je te promets. Ça me dit un truc, mais. Je suis éliminé. Quel personnage fait les fausses publicités dans le film ? Enfin, Les fausses publicités ? Oui. Il y en a il plusieurs. fait les placements de produits. Mais Quel personnage le fait ? Ah, mais il y en a plein. Mais il y en a Non, surtout. il y en a qu'une. Il y en a qu'une, les autres c'est discret. C'est pas bon, c'est la femme de Truman. Oui. Il y en a d'autres. Quel aussi. acteur joue le rôle de Christophe, le créateur, le producteur et le réalisateur du Truman Show ? C'est quoi la question ? Quel acteur joue Ed Harris. Oui. Où Truman veut s'en aller ? Aux îles Fidji. Oui. Où se trouve le studio de Truman Show ? À Hollywood, sur les baies d'Hollywood. Non, le studio, la régie. Ah, dans la Lune, pardon. Oui. T'avais raison d'un côté, mais oui. Depuis quand Truman Show est-il filmé ? Depuis sa naissance. Oui. Quel est le slogan du film ? Le slogan du film ? Le slogan du film. Tout ce qui se passe à Truman Show est vrai ? Non. Il y avait plusieurs possibilités, mais c'était pas ça. C'était « Et vous qui vous regarde ?» point d'interrogation. Ah ok, oui, effectivement. Et du coup, il reste que Marc. Bravo Marc, le grand. Bravo moi. Je crois c'est grâce au bonnet. Bah ouais. Et du coup, je vais finir vite fait, on a plus le temps. Il reste 5 questions. Ouais, vas-y. Ok. Quel jour de tournage commence le film ? On voit la date au début, le combienième de jour ? Alors c'est le jour 20 400. Non, 10 009. Plus. 15 000 ? Moins. 12 000 ? Moins. 10 109. Plus. 11 000 ? Oui. Non, oui, c'est dans les 11 000. 409 ? Plus. Il y a un 9 à la fin, je crois. Ouais. 509 11 109. 609 Plus. 709 Plus. 809 Plus. 909 Oui, le 11 909e jour. Après, j'avais quel objet inattendu tombe du ciel ? Un projecteur. Oui. Bon. Quel est le métier de Truman ? Fonctionnaire. Ouais, il gère des assurances. Ouais, voilà, c'est. Quel est le mode de transport qu'il avait peur d'utiliser et qu'il utilise finalement ? Le bateau. Lorsque Truman dit à Meryl qu'il veut voyager, que répond Meryl ? On a tout le temps. Non, mais justement, parce qu'elle n'est pas d'accord et du coup, elle répond quoi ? Et qu'est-ce qu'il faut faire en priorité ? Un enfant. Ouais, c'est ça, un bébé. Un enfant. Et dernière question, Truman va voir quelqu'un après qu'il apprend qu'il a vu son père. Il voit son père à un moment et après il va voir une personne. Quelle est cette personne ? Oui, bravo. Merci, moi. Non, c'est Marc qui a gagné, je m'en fous. Oh. Et maintenant, les chroniqueurs vont essayer de deviner d'où ça vient. Ça, c'est trop bien. Alors, pour ce jeu, je vais dire à Rudy de ne pas jouer. Pourquoi ? J'adore ce jeu. Exclu. Non, je fais ça. Je vous rappelle le principe, l'un d'entre eux va choisir un chiffre entre 1 et 3. Chaque chiffre cache une question dans un thème différent. À eux d'en trouver la réponse complète et c'est au tour de François de choisir.
1, 2 ou 3, toujours pareil. Ouais, toujours. Ben on va dire 3. Ouais, c'est ce que je voulais. Bonne réponse. Oh, 3. Après New York-Miami de Frank Capra en 1934 et Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, quel est le 3e film à avoir réussi l'exploit de remporter les 5 Oscars majeurs? Seigneur des Anneaux. Non. Mais t'y es presque. Le Hobbit. Non, mais t'y es presque. Enfin, là, tu t'en éloignes. Le Seigneur des Anneaux, je suis presque. C'est Tolkien. Harry Potter. Non. C'est une saga. Non, ils ont pas reçu d'Oscar, les Harry Potter. Je sais pas. C'est pas le Retour du Roi. C'est un film, en fait. Faut dire. En fait, les 5 Oscars le majeurs, c'est Retour du meilleur Roi. film, meilleur acteur, meilleur scénario, meilleur acteur féminin, masculin, scénario adapté et réalisateur. Donc après, c'est un film de la saga Seigneur des Anneaux. Non. C'est un film d'une saga ou pas? Non. Si, mais c'est adapté. Le Parrain. C'est d'une saga. C'est pas le Parrain. Pas d'une saga. Si, ça vient d'une saga. Ça vient, cette saga, elle vient d'un livre. Non. Si, ça me dit quelque chose. 2 secondes. Pas. Quelle année? Bonne question. Ah. Bah, c'est pas Le Silence des Agneaux? Si, bonne réponse de François. Parce que la saga, c'est Le Silence des Agneaux, Dragon Rouge et Hannibal. Exact. La bien vu, saga bien vu. Bien joué à toi. Hannibal Lecter. Allez, vas-y. Tu m'as dit j'y étais presque. Bah, Seigneur des Anneaux, Silence des Agneaux. Oh, ouais, ça nous a faussé, mais bon. Ah, tu nous emmenes loin. Faut arrêter de déconner, les gars. Théo, Là, vous faire le tatapou. Ah, si, quand même. Non, bah, c'est mort. Je suis content que t'as parlé. Seigneur des Anneaux, Silence des Agneaux. Merci, Théo. Bravo. Allez, à vous deux. Encore moi Eh bien, on va dire 1. Dans The Mask, autre film célèbre de Jim Carrey, le garage dans lequel... Triche pas. Et triche. Celui qui triche, il a perdu d'office. Dans lequel il vient y déposer sa voiture pour réparation est un décor très connu puisqu'il a déjà été utilisé dans un autre film célèbre. Lequel? Donc le décor du garage. Oui. Dans lequel a déjà joué Jim Carrey ou Oui. Non. Non. Dans Jim Mask. Oui. Il y a un garage dans The Mask et c'est un décor qui a été réutilisé qui vient d'un autre film célèbre. Il vient d'un film ou il a été utilisé après? Avant. Donc avant. Et il date de quand, The Mask? 94. Un film avec un c'est un film vraiment connu que tout le monde pourrait... Ah oui. Un film où le garage est important? Oui. Quel film où le garage c'est important? Fast and Furious? Bah non, Fast and Furious c'est bien après The Mask. Ouais, c'est vrai. Arthur et les mini-mois. Bon, c'est un film américain, je vous aide. Américain. Comme si on avait beaucoup. Retour vers le futur. Non. Garage japonais, voiture, Retour vers le futur, enfin je sais pas. Est-ce que dans ce garage, il y a quoi? Allez, posez des questions. Il date de quand ce film? Mais c'est un film avec qui par exemple? Il y a qui dedans? Qui? Bill Murray. Allez, Bill SOS Murray. Fantôme. Oui, bonne réponse. Oh là là. Comment? Bravo. Alors, je pense, et si je me trompe, tu me corriges, c'est le seul film de Bill Murray que tu connais. Non, mais il y a eu le truc avec les zombies où il joue son propre rôle. Ah, Zombieland. Ah oui. Ok. Et bim, mon gars. 2 films, tu connais 2 films. Bah, il y a SOS 1, SOS 2. SOS Fantôme. Alors, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ouais. Oh mon dieu. Allez, est-ce qu'on fait la dernière? Allez, on fait la dernière. Ouais. Allez. Lee Smith, le monteur de The Truman Show et fétiche de Peter Weir, également le monteur fétiche d'un autre grand réalisateur. Et je fais un clin d'œil à un des... Non, fais pas clin d'œil. Ok. Donc le Ça va être trop réalisateur simple. du film... Le monteur. Le monteur, pardon, du film The Truman Show, et qui est le chouchou de Peter Weir, est aussi le chouchou d'un autre réalisateur. Chouchou, dont on a déjà parlé. Oui. Christopher Nolan. Oui, bonne réponse. Ah bon? En même temps, il te regarde depuis tout à l'heure. Ah oui, voilà. Il y a soit Harry Potter, soit Christopher Nolan, tu vois, quand on te regarde, du coup, c'est plutôt... Je sais, c'est pas ta réponse. Bon. Monteur fétiche de Christopher Nolan, j'ai pas remarqué Interstellar, qu'on regardait. Inception, la saga The Dark Knight, Le Très, très Prestige. Faut les voir. Voilà, oui, bien sûr. Oh Note des non, chroniqueurs, c'est pas c'est parti. Rudy. 5 Ok. sur 10. Marc. 5, sérieusement? Moi, j'ai trouvé moyen, j'ai pas trouvé Ah, ouf, la ouf. note du Marc, film, hein. ouais. Ouais, la vache. Moi, je mettrais 8. Non, quoique. C'était 8, je sais pas. Allez, on va dire 8. Antoine. 6. 6, bien. Mais sérieusement? François. 6 aussi. 6 et demi pour moi. Mais la vache, mais. Oh. Théo. 8. Voilà Yeah. quelqu'un. Mais la vache. Ah. Mais pourquoi?
T'avais qu'à écouter le débat, on l'a dit tout du long. tout ça parce qu'il y a jamais. pas boum boum explosion. Hein. Voilà, non, c'est ça, mais c'est question de ça. ça. Il manquait des monstres qui tapaient tout. Non, pas du tout. Non, Bon, allez. il n'a pas marqué. Allez, stop, mais- ça suffit. Non, mais c'est On a là, assez après, parlé. c'est vos choix. Là. Allez, stop, c'est la fin. Il est temps de vous quitter à nouveau pour mieux vous retrouver très bientôt. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas que l'émission sera disponible dès demain sur le site de Ramdam et n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet, notre page Facebook pour en savoir toute l'actualité. Quant à nous, on vous retrouve le plus vite possible pour une nouvelle émission. Très bonne soirée à tous, à l'écoute de Ramdam. Excellente soirée, messieurs.